messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 5 octobre 2020. Nous serons ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, Greg Hassan nous emmènera dans le sud algérien du côté de Adrar pour nous parler ou rendre hommage donc à Cheikh El Merili, lui donc qui nous a légué plusieurs manuscrits. Il a été aussi à l'origine de la propagation de l'islam donc en Afrique. Nous parlerons d'un grand événement qui a eu lieu cette semaine, notamment l'ouverture de la plus grande librairie donc en Algérie. C'est une librairie donc qui a ouvert ses portes cette semaine. Nous reviendrons sur cet événement littéraire, cet événement aussi culturel. Un autre événement de la semaine qui reste quand même très important, c'est l'événement qui est lié aux startups, donc qui reste un écosystème drainant de l'emploi et une plus-value pour l'économie algérienne. Encore une fois, l'actualité de la semaine, l'actualité du mois, puisque nous sommes au mois d'octobre. Vous le savez, le mois d'octobre, c'est le synonyme du mois rose, le synonyme à la sensibilisation au dépistage contre le cancer du sein. Donc, qu'en est-il du programme de sensibilisation, qu'en est-il du programme de dépistage donc, qui va être mis en place ce mois-ci en faveur donc, des femmes qui doivent se faire dépister. Nous terminerons l'émission avec une petite balade flamenco avec un artiste donc, qui nous interprétera de superbes ballades. Voilà, donc le sommaire ce matin a été présenté sous une très belle musique, notamment une musique d'un grand compositeur égyptien, un compositeur qui a composé pas mal de musique pour de grands films égyptiens, à savoir Omar Khirat. Mais avant donc de commencer notre programme, place à la météo, aux nouvelles du ciel en compagnie de Amel Larry. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Comment ça va Amel? Très bien, merci. Alors Amel, il faut dire que les fluctuations en ce moment de température, ça se ressent de façon très sensible. Ça monte, ça descend. Oui. Avant-hier, on était à 33 degrés. Oui. Hier, c'était à environ 10 degrés de différence. Aujourd'hui, une petite hausse, enfin du moins la matinée. C'est stable. Oui, d'accord, donc c'est juste un ressenti. C'est très subjectif finalement. Oui, mais le matin, il fait frais quand même. Le matin, il fait frais, voilà. Frais. Enfin, en venant, on va pas se plaindre non plus. Hein. Voilà. On va pas se plaindre. C'est la période. C'est la période. C'est la période. Donc il faut dire que l'automne s'installe bien, on le ressent bien. Voilà, on le ressent plutôt bien. Exactement. Un peu plus de détails en votre compagnie, Amel? Allons-y. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé sur les régions de l'ouest, le plus souvent voilé sur le centre et l'est, mais le ciel restera passagèrement nuageux durant cette matinée qui peuvent donner quelques pluies en fin de matinée sur le centre et ces quelques pluies par contre vont gagner les régions de l'est en fin d'après-midi. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé avec des foyers orageux tout au long des frontières algéro-maliennes, le sud des oasis, le Sahara oriental, le Hégard et le Tassili. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent avec des soulèvements de sable sur l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, elles atteindront durant cet après-midi. On va commencer par les températures avant la marine, s'il vous plaît, avec 27 degrés sur Alger, 26 degrés à Oran, 25 à Annaba, 27 à Tlemcen, 24 à Al-Bayad, également Batna, 23 degrés Constantine, 22 degrés à Djelfa, au sud 29 du côté de Biskra, 34 à Gardaya, 35 vers Béchar, également Tamanrasset et Janet, 41 degrés à Drar, Insalah, 36 degrés à Tindouf et enfin 43 degrés le maximum vers l'extrême sud. Et cette fois-ci, l'état de la mer pour cet après-midi, eh bien on aura une mer plutôt agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 30 et 40 km/h près des côtes ouest, 30 à 50 km/h près des côtes centre de secteur ouest à nord-ouest, également ouest à nord-ouest sur les côtes est, mais cette fois-ci des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h. On termine ce bulletin bien sûr avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Le soleil se couchera vers 18h25 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Amel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amel, on vous retrouvera tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Et demain, donc 19h et demain pour Bonjour d'Algérie. Voilà, en compagnie de Amel Lalmis. Voilà, merci beaucoup Amel. Alors on continue le programme de cette matinée, pause musicale et ce sera un petit tour du côté du sud algérien en compagnie de Ahl Diwan et on se retrouve juste après. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علينا سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود علينا أو بيك عمرت سواقي ونحلتي بين وورك مرعية بيك عمرت سواقي ونحلتي بين وورك مرعية ولا تشعني شاقي حرمة والخير ليك بالصوفية ولا تشعني شاقي حرمة والخير لك بالصوفية الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلنا يخفاك يا الواحد ربي شهد وعياني نوم الكعبة نزورها ونلبي شهد وعياني نوم الكعبة نزورها ونلبي يا مولاي محناني أداوينا يا أبو عمامة خضرا يكفك ليلك يا عيني يكفك أهمة الحال يكفك ليلك يا عيني يكفك أهمة الحال الطرفك شملي ولحني ما بقالي أمان الطرفك شملي ولحني ما بقالي أمان العيال اللي سقني الطرف المحال قصدي واضحة بشبيني لو قدران فتلهيني حل فرق عوال حل فرق عوال يكفك ليلك يا عيني يكفك أهمة الحال يكفك ليلك يا عيني يكفك أهمة الحال الطرفك شملي ولحني ما بقالي أمان الطرفك شملي ولحني ما بقالي أمان لله يا اللي سهني أنتك بالمحال قصدي واضحة بشبيني أبقى ترافق لحني عالفرق عوال Et voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors, on est bien gâtés ce matin par une belle sélection donc, de titres de livres que vous pourriez trouver dans la plus grande librairie d'Algérie. Mais donc, c'est la raison pour laquelle le co-gérant donc, de cette librairie est présent
parmi nous ce matin pour nous parler de cet événement culturel et aussi littéraire. Monsieur le Sioui Ardouane, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les amoureux du livre. Bonjour à vous. Et parmi nous ce matin, comme à l'accoutumée, comme chaque lundi, Ahmed Garrigassin, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, à vos téléspectateurs. Alors aujourd'hui, vous cadrez très bien les deux thématiques, j'ai envie de dire, cadrent parfaitement bien, puisque vous allez parler d'une grande personnalité qui nous a légué d'ailleurs plusieurs manuscrits. Exactement, des livres qui ont été édités. Je suis très heureux d'être avec Selim Sioui. Parce que c'est un grand événement pour l'Algérie, l'ouverture de cette librairie, c'est quelque chose qui nous manquait. Et justement, Ahmed Garrigassin, vous étiez, pendant que la chanson passait, vous étiez justement en train de parler avec Monsieur Lemsioui, vous avez mis le doigt sur un point très important par rapport aux enfants, donc par rapport à les emmener dans des librairies, de leur offrir des livres, afin qu'ils puissent passer donc, le temps libre qu'ils ont. Parce qu'il faut les éduquer sur la lecture, il faut les habituer à la lecture, il faut les habituer à la rédaction. C'est très important, ça fait partie de la formation, ça fait partie de l'éducation. Et voilà. Et justement, donc c'est un grand événement que nous avons vécu cette semaine, à savoir l'inauguration de la plus grande librairie d'Algérie. Monsieur Lemsioui, alors on va revenir un petit peu sur cet événement. Donc d'abord, l'engagement d'aller vers cette grande librairie, de l'ouvrir et de vivre cette aventure. Pour votre information, cette librairie qui est Nejimiga Bookstore, c'est la dernière de notre groupe. Création de notre groupe. Auparavant, on a déjà d'autres librairies, que ce soit à Béchar, à Tlemcen, à Sétif et aussi à Oran. À Oran, on a la plus grande librairie aussi là-bas, au niveau d'Oran, et même à Sétif. Pour Alger, on avait une ambition de créer une librairie à l'image d'Alger, à l'image d'une capitale méditerranéenne, un projet pluridisciplinaire. Ça ne va pas être uniquement... Effectivement, on va revenir justement sur les différents événements. Donc, sur une surface de plus de 1300 mètres carrés, sur 3 niveaux. Donc là, on a commencé avec presque 14 000 titres et nous allons aller jusqu'à arriver à plus de 40 000 titres. C'est le nombre de titres qu'on a déjà dans nos dépôts. Et en collaborant, Inch'Allah, avec les différentes éditions et même les éditeurs indépendants, on va essayer d'être la Mecque des amoureux du livre à Alger et pourquoi pas toute l'Algérie. Ahmed Garrigassin est en train de vous regarder avec de grands yeux. Là, il est émerveillé. Ça me rappelle un peu l'historique un peu d'Alger, parce que vous savez, Sahchouhada, ils appelaient ça Houmt al-Qartassiya. C'était le quartier où il y avait toutes les librairies, toutes les papeteries, toute Sahchouhada, parce qu'à côté, il y avait plein d'écoles, plein de mosquées où il y avait des étudiants. La dernière, elle a été fermée. Donc on connaît beaucoup de librairies à Alger, El Hajj, El Hanafi, il y avait... J'allais parler de Il y avait un élève de Cheikh Ben Badis, je ne me rappelle plus de son nom, il était vieux, il avait une librairie à Bab Louad. À Bab Louad, il y avait 5 ou 6, elle n'existe plus pratiquement. Bab Louad, maintenant, c'est une autre thématique de librairie. Boudaoud, c'est la dernière à s'éclipser, ça m'a fait El Hajj, bon, il a fermé pour des raisons de santé, je crois. Il y a Nahda, il y a l'Arbi Ben Mehidi. À un certain moment, toutes les dénombrer, elles sont, on a les larmes aux yeux. Et là, maintenant, c'est une génération de la librairie Ibn Khaldoun, de la librairie Razali aussi. Alors justement, monsieur Lemsioui, vous nous parlez quand même de 14 000 titres, bientôt 40 000 titres pour commencer. Donc finalement, vous êtes en train de défier un petit peu cette théorie ou cette hypothèse que les Algériens ne lisent plus, finalement. Pour nous, pour notre groupe, on croit en l'électorat algérien. Certes, il y a le pouvoir d'achat qui ne suit pas des fois, mais il y a un engouement pour le livre. Nous prenons minimum, c'est-à-dire l'exemple qui nous vient, c'est le SILA. Comment les gens, il y a un engouement. C'est ne pas trouver le livre chez les libraires qui fait que les gens vont au SILA. Dans les différentes foires internationales que nous visitons, les gens viennent simplement pour voir les nouveautés et non pas pour acheter les livres anciens, pas anciens, mais c'est-à-dire de l'année précédente. Donc nous voulons que notre librairie soit si on peut dire entre parenthèses, une foire permanente du livre, une foire permanente de l'édition algérienne. Mais surtout, nous croyons aussi de la nouvelle génération, les enfants
Oui. que nous avons dédié le deuxième niveau avec plus de 200 mètres carrés, avec aussi plus de 3500 titres pour commencer aussi pour les enfants. Les enfants que nous croyons que un des maillons principaux pour qu'ils puissent aimer le livre, c'est l'école. Donc nous encourageons la création des bibliothèques scolaires et surtout de créer un temps qui fait partie du programme pour la lecture. Et voilà, justement, vous avez parlé d'une mecque de livres, vous avez parlé d'une foire permanente. Alors nous allons voir tout ça en images, puisque notre collègue Sabrina Khlifi s'est intéressée donc à la librairie. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Le quartier du Sendé est ouvert le Neji Mega Bookstore, un lieu dédié à la lecture, au savoir, aux loisirs et aux sciences. Des livres par milliers, au plus grand bonheur des petits et grands. Cette librairie fait partie du groupe Al-Izza, c'est notre 7e librairie et la plus grande. Elle s'étend sur une superficie de 1300 mètres carrés sur 3 niveaux. Le premier niveau est dédié aux livres, aux dictionnaires, aux articles scolaires et tout ce qui est théologie. Le deuxième niveau essentiellement dédié aux livres d'enfants. C'est une librairie à l'intérieur de la librairie. Une partie pour les encyclopédies et une partie pour le livre parascolaire. Le troisième niveau, c'est le niveau académique. C'est les livres universitaires, que ce soit médecine, architecture, droit, psychologie, économie, littérature en 3 langues, arabe, français et arabe, et même en kabyle. Nous attendons un arrivage. Cette librairie, comme j'ai dit, c'était la 7e, après celle de Béchar, Oran, Tlemcen, Sétif et Alger. L'établissement brasse toutes les disciplines. On retrouve des livres dédiés à la théologie, la littérature, l'histoire, la psychologie, la philosophie, le droit, l'économie, les sciences exactes, les encyclopédies, les atlas géants, des livres pour enfants, des livres de jeunesse, des livres universitaires et des livres parascolaires. Nous essayons d'avoir une multitude de variétés. Nous avons ici presque 14 000 titres, alors que dans nos dépôts, on a déjà 40 000 titres. Ça veut dire qu'on va alimenter petit à petit cette librairie avec des nouveautés. Le groupe représente déjà des maisons d'édition nationales et internationales de l'Égypte, de Liban, de la Syrie et de la Jordanie. Nous attendons un arrivage d'ici mi-décembre. On aura des nouveautés internationales de l'année 2020. Et à chaque fois, on essaiera de satisfaire les demandes de nos lecteurs. Nous essayons et nous allons vers que cette librairie soit la mecque des amoureux du livre et que ce soit un espace multidisciplinaire. La librairie sera ouverte de 9h à 18h avec des mesures sanitaires nécessaires contre le Covid-19. L'entrée se fera par groupe de 40 personnes. Des doseurs de gel désinfectant sont mis à la disposition du client, lequel devra impérativement porter une bavette. La librairie ne se limitera pas à la vente des ouvrages, mais compte bien organiser des rencontres littéraires, des ventes dédicaces et des animations pour enfants dès que la conjoncture sanitaire le permettra. Et on voit bien que la librairie respecte toutes les mesures préventives donc, pour prévenir encore une fois le coronavirus parce qu'il est toujours là. Alors il faut dire, Monsieur Lemsiri, là vous avez ramené donc, quelques titres que vous avez vous-même édités, donc soit votre propre édition, soit une en collaboration internationale. Oui. Ça c'est notre dernier né, Atlas Tarikh al-Jazair. Une collaboration avec le Liban, mais bien sûr avec le père du propriétaire du groupe qui a révisé, qui est un prof, qui a révisé ce manuscrit. Le deuxième exemple de notre collaboration avec la maison Robert, France, c'est le Robert des écoles édition spéciale Algérie, dont nous recevons la dernière édition prochainement. Aussi le guide des médicaments en Algérie, c'est une des dernières éditions. Et le livre le massacre comptable
que nous proposons dans notre librairie, qui est notre propre produit. Nous proposons pas simplement nos éditions, mais aussi une multitude de maisons, plus de 50 maisons algériennes et internationales, que ce soit du Liban, de l'Égypte ou de la Syrie. Et en même temps, nous représentons un des plus grands groupes d'édition français, le groupe Interforum Editis. Donc, il y a une multitude de titres, une multitude de disciplines, et nous essayons, Inch'Allah, de satisfaire le maximum. Alors, satisfaire le maximum, donc vous n'allez pas vous arrêter rien qu'à la vente des livres, mais des événements seront programmés prochainement. Donc, une fois, Inch'Allah, que la pandémie passera, Inch'Allah. Inch'Allah, des rencontres littéraires au sein de la librairie, au milieu des livres. Comme ça, tout est une atmosphère. Des ventes dédicaces, que ce soit des auteurs de renom ou des nouveaux auteurs. Nous essayons de travailler pour que la librairie soit un pôle culturel. Voilà, alors on va terminer très rapidement sur une question quand même importante par rapport à la promotion un petit peu du livre. Donc qu'en est-il du financement? Qu'en est-il des exonérations fiscales? Qu'en est-il aussi des différentes mesures incitatives pour la promotion du livre? Le propriétaire de cette librairie, Groupe El Izza, qui a été créé en 2006, a créé cette librairie sur son propre fonds. Et on a acquis l'espace au mois de mars. C'est que juste avant la pandémie, que ça nous a coûté énormément sur le propre fonds de la société. Là, nous demandons que... On ne demande pas une subvention, mais on demande simplement des encouragements. Nous demandons que les différents pouvoirs publics nous achètent des livres, nous aident à vivre, nous aident à améliorer et aussi à créer d'autres espaces de livres. D'autant plus qu'on a vu que quand même la population s'intéresse aux livres. Le SILA, comme vous l'avez dit, est le meilleur exemple pour ça. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On va être obligé de vous libérer puisque vous avez encore un autre rendez-vous médiatique là, dans 5 minutes en compagnie de Linda Tamdarari, notre collègue à la chaîne 3. Merci beaucoup, donc, Monsieur Lemsioui Redouane, d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite un très beau succès et une très belle continuation. C'est sûr, du moment que vous allez avoir des clients comme Mohamed Gariga. Sauf si on fait rappeler que c'est Cité Améroche au CND à Alger, devant la bouche de métro. Ah ben voilà, donc on ne trouvera pas d'excuses pour ne pas venir. Et sinon, notre page Facebook, Mega Bookstore, Neji Mega Bookstore. Voilà, merci beaucoup, donc, Monsieur Lemsioui Redouane. Je rappelle, vous êtes co-gérant de cette librairie. Et puis, merci beaucoup. Donc, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, merci beaucoup. Allez, on vous libère. Donc, je reviens à vous, Mohamed Gariga Hassan. Donc, on va rester dans les manuscrits, on va rester dans le monde de la lecture et donc de la lecture et de la culture et de la religion aussi, puisque ce matin, vous avez choisi donc de rendre hommage à l'un de ces personnages donc, qui a laissé un grand héritage déjà, et puis qui a été l'un de ces personnes qui ont fait la promotion, la propagation de l'islam en Afrique. Exactement. C'est Mohamed Ben Abdelkarim, Sidi Mohamed Ben Abdelkarim al-Maghili, comme disent tous les gens qui connaissent un peu son patrimoine, parce que c'est un homme clé de l'histoire, de la culture algérienne. C'est peut-être l'un des intellectuels algériens historiques qui est le plus étudié à l'extérieur de l'Algérie, parce qu'il y a eu un mouvement qui s'est passé autour de cette personnalité. On va en revenir un peu plus tard. Donc lui, il est natif de Tlemcen. Et il a étudié à Tlemcen, chez les mêmes maîtres que Cheikh Hassan Mohamed Youssef Sanoussi. Puis il est venu à Alger étudier. Il a eu comme maître Sidi Abdelrahman Ta'alibi, donc c'est un nom des moindres. Et puis peut-être à Béjaïa avec Sidi Abdelrahman Loughlissi, c'était ça, un peu l'Algérie de la fin du 9e siècle de l'Hégire, donc disons le 14e, 15e siècle donc, après Jésus-Christ. Il a étudié tout ça, puis pour une raison qu'on ignore, il a décidé de partir au sud. Il s'est installé à Touet. Et là, en arrivant, il a trouvé une situation un peu bizarroïde et il a réagi vis-à-vis de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un différend avec le comportement des Juifs qui vivaient à Touet. Donc, il a eu une réaction, il a demandé une fatwa aux différents centres de la fatwa de la culture islamique à l'époque. Donc, c'était Fès, Tlemcen, Tunis. Il a réussi, en recevant la réponse, donc il a décidé de sévir. Mais, donc, pour revenir au contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'Algérie, l'Afrique du Nord de l'époque, il y avait
il y avait une poussée chrétienne catholique de la part des Espagnols et des Portugais qui a fait qu'il y a eu un mouvement de frontières. Et on voit très bien que la capitale est passée de Tlemcen vers Alger. Donc on passe de l'intérieur. L'image n'est pas bien, je suis désolé. Donc on passe de l'intérieur au littoral. Pourquoi? Parce que c'est les lignes de contact entre les différents, le monde nord de la Méditerranée et le monde sud commencent à se rencontrer donc, après la perte de l'Andalousie, donc, où les frontières étaient au nord, donc elles reviennent au sud. Et puis il y a l'introduction de l'armement, il y a l'invention du canon qui est utilisé pour la première fois dans les bateaux, donc la flotte marine devient des plus importantes. Il y a eu bien sûr le début de la Renaissance en Europe, les inventions. Il y a une régression démographique au sud, il y a une augmentation, il y a un boom démographique au nord. Donc tous ces mouvements font qu'il y a de plus en plus de contacts entre les deux cultures qui étaient adversaires à l'époque. Donc il y a eu plusieurs guerres. Donc du coup, on voit qu'il y a des gens qui vont au sud. Il n'y a pas que Cheikh El-Marili qui va au sud. Il y a aussi l'Asnouni qui est aussi natif de Tlemcen qui va à Tuet aussi s'installer. Donc il y a tout ce mouvement qu'il faut comprendre, qu'il faut essayer de se remettre un peu, de se remettre dans le contexte pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, est-ce que le Marili était foncièrement anti-juif? Disons que les Juifs de l'époque, c'était aussi des Berbères, c'était des gens d'Algérie, des Maghrébins qui étaient des autochtones qui étaient juifs. On dit même qu'avec l'occupation française, on a découvert une Torah à Louat où le nom de Yafet, donc le Dieu, c'était Allah. Dans la Torah, et la Torah a été écrite en arabe. Elle a été pris, le manuscrit a été pris, il a disparu. Pour vous dire que tous les changements qu'ont subi ces religions en Algérie. Donc lui, il s'installe, mais avant ça, il est natif de Tlemcen. Et on sait très bien qu'à Tlemcen, il y a l'un des plus importants rabbins juifs qui est enterré à Tlemcen. Donc, il y avait même un pèlerinage autour de ce père. Il n'a pas eu la même réaction à Tlemcen. À Alger, donc, il y avait une minorité juive. On sait que l'un des plus grands mouftis, entre guillemets, juifs, était installé à Alger. C'est des réfugiés de Majorque qui étaient installés à Alger. Donc, en arrivant à Alger, il n'a pas eu la même réaction. Ce n'est qu'à Touet qu'il a eu cette réaction, et c'est à la fin de sa vie. Donc, il y a eu une guerre. Donc, on dit qu'il a pratiquement demandé à tous les Juifs de la région de sortir. Ils sont sortis. Et ils sont vengés par la suite parce que son fils même a été tué. Ça, c'est l'un des épisodes de Cheikh El-Marili. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'enfonce encore plus, il va plus au sud et il va s'installer chez l'Askia Mohammed. C'est l'une des principautés qui était au Mali. Donc il devient conseiller du roi. On a même le manuscrit As'ilat al-Asqiya ou Ajwibat al-Marili. Donc les réponses qu'il a données à cet Asqiya sur la façon de gérer ce qu'on appelle en islam siyasa shar'iyya, donc la politique juste ou la politique légale en islam. Très peu de savants musulmans ont écrit sur ce thème. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est un livre sur la logique, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la résolution qui est mauvaise? Je m'excuse auprès des téléspectateurs. C'est la résolution. C'est la résolution. Dommage. Donc, c'est un manuscrit que j'ai pris de la page Facebook de mon ami Fouad Al-Qassimi. C'est une copie qui existe dans le Maktab Al-Qassimi à Boussaada. D'accord. Donc, et les manuscrits de Cheikh El-Marili sont partout. Ça, c'est un manuscrit qui vient de la Maktab al-Azhariya, donc c'est en Égypte. Et on a commencé à éditer les livres de Marili depuis très longtemps. Ça, c'est une vieille édition. C'est une impression lithographique, Matba'a Hajariya, de l'un de ses livres. Et puis récemment, il y a un engouement pour tous les travaux de Marili qui sont édités avec des éditions critiques. Donc, si vous voulez, il a écrit sur plein d'aspects, surtout principalement El-Fiqh, où il a expliqué Mukhtasar Khalil, une partie de Ibn Hajib. Il a écrit sur la logique, où il a eu une polémique avec Suyuti sur le bien fondé d'utiliser la logique dans les sciences islamiques. Et il a aussi écrit sur le Bayan, donc c'est les sciences de l'éloquence en islam, les héritages. Il est même poète, il a écrit plusieurs poèmes qu'il a laissés. Et il a fait tafsir.
Tafsir Surat al-Fatiha, donc avec des lettres, avec des réponses, comme je disais tout à l'heure, des réponses à l'Askia, à Mohammed. Donc tout ça, c'est le legs d'Al-Marili. Est-ce qu'on a bien compris tout ce qui s'est passé dans la vie? Je pense que non. Donc il y a encore des analyses à faire autour de ce personnage, parce que même dans sa position, donc c'est un polémiste quand il s'est opposé à l'existence de cette communauté juive dans la région. Donc il y a des gens qui sont opposés à lui. Donc Cheikh Al-Qadi Al-Asnouni s'est opposé et lui aussi a demandé une fatwa à d'autres collègues qui étaient au nord, et il a eu un appui d'autres collègues de Ibn Zakri, par exemple de Tlemcen, qui a renforcé l'opinion de l'Asnouni, pour vous dire qu'il n'y avait pas cet aspect qui est anti telle ou telle autre communauté. Il y avait un aspect dont ils n'étaient pas d'accord, donc ils ont demandé avis et ils se sont prononcés, donc il y a eu c'était partagé. Donc tout ça, c'est un peu le legs et le contexte où a vécu le Marili, mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes au 15e, donc début du 16e, donc il est mort à 1505, en 1505, et tout de suite après, donc 1510, 1509, il y a l'arrivée des forces ottomanes qui sont installées en Algérie, et le monde va changer. Donc on était en plein croisement entre tous ces courants qui venaient du nord, du sud, où il y avait beaucoup d'enjeux. Maintenant, on ne les comprend pas parce qu'on n'arrive pas à mesurer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est opposé à ça, parce que est-ce qu'il y avait un mouvement d'espionnage, est-ce qu'il y avait... Il n'y a pas assez d'éléments d'information. Exactement, il faut qu'on revienne à tous les écrits pour pouvoir analyser, il faut qu'il y ait un travail de plus en plus d'analyse. Voilà, donc tout ça, c'est le Marili, il a bien sûr laissé plein d'élèves, et c'est il a aidé à la propagation de l'islam donc au sud, donc dans le Grand Sahara. Il y a le Zawiya de Cheikh Mohammed ibn Abdelkarim al-Marili qui existe toujours, où il garde quelques restes de son propre patrimoine. Il y a, je pense, une subha, il y a une canne de lui, et bien sûr, ces manuscrits, c'est le plus important. Voilà, alors que deviennent justement les manuscrits de Marili? Les manuscrits sont partout dans le monde. Donc il y a des copies partout, en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, aux États-Unis, donc partout, parce que c'est un personnage qui a intéressé au plus haut degré. Et actuellement, même au sud, donc il y a une zawiya, il y a ses propres descendants. Laquelle des zawiyat? Des zawiyas de Sidi Mohammed ibn Abdelkarim al-Marili. Donc son mausolée existe, on a vu l'image tout à l'heure. On dit, ses descendants disent qu'il s'est marié avec l'une des filles de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, la Zainab. Les historiens d'Alger ne donnent pas ce prénom à l'une des filles de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. On connaît les noms de ses enfants, mais on ne connaît pas, dans la liste, il n'y a pas le prénom de Zainab. Mais on ne sait pas, bien sûr, bon, ils connaissent mieux. Et ils existent encore, donc il y a des descendants qui se disent de Marili, il y a même ils sont ulama, ils sont des fuqaha, donc ils sont des imams. Et donc le patrimoine existe. Mais bien sûr, c'est un personnage qu'on devrait comprendre mieux parce qu'il reflète réellement un aspect où il n'a pas été le seul à avoir ce genre de révolte. Il a créé une sorte de révolution à l'époque contre un état de fait, et il s'est révolté. Tout de suite après, au siècle suivant, il y a Ibn Abi Mhalli, c'est un Marocain qui s'est installé aussi dans la région de Tamantait, qui a fait la même chose. Donc, pourquoi il y a eu ces religieux qui ont laissé le religieux et ils sont occupés du politique? Bien sûr, on comprend partiellement que, bien sûr, c'est l'effondrement du cadre politique, des structures politiques qui organisaient la société qui se sont effondrées. Donc, on a dû prendre le relais. Certains, donc les mieux adaptés, l'ont fait. Il y a Al-Marili, il y a Ibn Abi Mhalli, comme je disais, mais il y a aussi dans le nord, Sidi Ahmed bin Youssef al-Miliani, Rachidi al-Miliani, lui aussi a joué à un certain moment ce rôle avant de devenir ce qu'il est maintenant, le saint patron de Miliana. Alors qu'est-ce qui a fait que Cheikh Al-Marili justement soit aussi connu et soit aussi important donc, pour la communauté un peu partout dans le monde? Donc là vous avez dit qu'on retrouve un petit peu ces manuscrits un peu partout dans le monde. Donc qu'est-ce qui a fait que tous ces manuscrits ont voyagé et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont
tant d'importance? Il y a bien sûr l'échange culturel, il y a le pèlerinage, les voyageurs qui prennent avec eux. Il a connu Suyuti, il a eu une polémique sur la logique avec Suyuti, donc du coup les gens s'intéressent. Suyuti, il est skilleux, donc et quand il y a polémique, ça attire généralement. Bien sûr, voilà. exactement, donc c'est repris, ça intéresse. Et puis il y a cette histoire de cette communauté juive qui était au fin fond du Sahara, à Touet, donc qui intéresse certains orientalistes parce que ils aimeraient bien donner une certaine connotation d'antisémite à cette histoire. Donc, ils sont intéressés, bien sûr, pour orienter un peu le débat. Mais l'analyse objective de ce qui s'est passé nous conduit à d'autres conclusions. Parce que je vous l'ai dit, à Alger, il y avait une forte communauté juive qui était un des référents. Et jusqu'à présent, les fatwas du rabbin qui était à Alger sont de référence. Donc, les fatwas de ce rabbin sont jusqu'à présent. Il y a le grand rabbin de Tlemcen, mais il n'a pas créé de polémique avec ces communautés. Donc, ce n'est qu'au Sud qu'il y a eu ça. Donc, on devrait analyser avec cette perspective. Avec cette perspective pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre le contexte et les tenants et aboutissants de cette histoire. Mais bien sûr, c'est étudié, vous pouvez rentrer dans Google, vous mettez son nom, vous avez trouvé plein de thèses qui ont été faites de par le monde sur cette histoire principalement, parce que bien sûr, pour l'aspect politique. Alors pour rendre ces manuscrits un peu, parce que les manuscrits ça intéresse, hein, ça a toujours intéressé, et puis comme généralement ils sont conservés dans les zaouiyettes, conservés dans des musées, du coup le contact direct avec les manuscrits sont généralement réduits pour la préservation d'un tel patrimoine. Alors pour rendre un petit peu le contenu de ces manuscrits plus accessible, on va dire, et donc pour avoir d'autres lectures et d'autres études, parce que vous dites quand même qu'il y a toujours des vides historiques qu'on ne connaît toujours pas. Alors est-ce qu'il y a par exemple un projet d'édition plutôt moderne pour qu'on permette un petit peu aux chercheurs d'accéder? Il y a eu plusieurs éditions. J'ai montré, vous avez vu l'image, c'est l'une des plus anciennes éditions, c'est une édition lithographique, donc c'est au début de l'impression de Le Monde musulman que ça a été fait. Et actuellement, il y a un engouement pour les travaux de Al-Marili. Il y a plusieurs chercheurs qui sont occupés de son patrimoine. Et du coup, pour le même titre, vous trouvez plusieurs éditions critiques. Une édition critique, c'est quoi? C'est on prend plusieurs copies du même manuscrit, on les compare et on essaie de rétablir le texte d'origine tel qu'il a été laissé par l'auteur lui-même. Ça, c'est une édition, c'est ce qu'on appelle l'Arabiyya Tahqiq. Donc, c'est une édition critique. Il y a plusieurs qui l'ont fait. Il y a certains qui l'ont fait avec beaucoup de succès, d'autres avec moins de succès. Donc, on trouvera donc, dans les différentes éditions. Est-ce que vous me poserez la question, est-ce qu'on les trouve dans les librairies actuellement? Pas tous. Mais j'espère qu'on les trouvera chez notre ami. On a un espace qui s'y apprête. Voilà, normalement, on devrait les trouver parce que c'est une librairie avec beaucoup d'ambition. Donc, on revient, bien sûr, normalement, le Marili devrait exister dans cette librairie. Il trouve sa place avec tout l'honneur qu'on lui doit. Donc, il y a lui, il y a Cheikh Taalibi, il y a les grands référents de la culture algérienne. Voilà. Donc, on devrait les trouver, ils devraient exister. Alors, il faut dire que les travaux de Cheikh Marili n'ont pas intéressé que les chercheurs, mais aussi ça a intéressé aussi des cinéastes, puisque notre collègue, donc le réalisateur Larbi Lekhal, a réalisé un documentaire sur le Marili. Voilà. Merci beaucoup donc Ahmed Ghalighachane d'avoir été parmi nous ce matin. Merci encore pour cet hommage. Et là, on continue le programme de Bonjour d'Algérie. Là, ce sera une exposition que je vous propose en compagnie de Sabrina Khlefi. Beaucoup de personnes veulent comprendre la maladie pour mieux la combattre. Lutter contre tout type de cancer, notamment le cancer du sein, passe par la force du mental.
Le cancer du sein est une maladie qui peut guérir à condition qu'elle soit dépistée précocement, faire une mammographie au moins une fois par an. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Le dépistage est important pour sauver vos vies, mesdames. Le dépistage est important pour votre santé. Si vous voulez conserver votre beauté et votre jeunesse, commencez le dépistage très jeune. Tous engagés pour un octobre rose. Le mois pour le dépistage du cancer du sein. S'il vous plaît, dépistez-vous. N'attendez pas, faites votre mammographie. Faites le dépistage. Pour pouvoir traiter la maladie très tôt. Faites-le pour nous, car entre nous, sans vous, nous sommes perdus. Faites-le. Et vivez votre vie en rose. Et voilà, c'était donc un spot de sensibilisation au dépistage, donc au cancer du sein. C'est le mois rose. Il faut profiter donc d'aller se faire dépister. Et ce matin, nous avons avec nous une dame. Donc c'est une dame qui se bat justement pour tous les cancéreux, pas seulement pour les femmes porteuses donc, de cancer du sein, mais pour tous les cancéreux. Et ce matin, nous allons parler avec elle donc de la prise en charge des femmes donc, qui ont un cancer du sein. Savoir Madame Gasmi, bonjour. Bonjour à vous. Marhaba bik. Merci pour Canal Algérie. Là, ici, le alors, fidèle à nous. Et vous aussi, vous êtes fidèle à Canal Algérie. Vous venez à chaque fois donc, partager avec nous toutes les actions que vous faites donc, en faveur de tous ces malades et de leur prise en charge. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente donc, de l'association Nour Doha. Alors, Madame Gasmi, il faut dire que ce mois-ci, c'est un mois exceptionnel, c'est le mois rose. C'est un mois symbolique aussi où on encourage un petit peu les femmes à aller se faire dépister. Donc, comment, au niveau de votre association, comment vous motivez toutes ces femmes donc, à aller se faire dépister? Ça fait 22 ans qu'on est avec ce parcours. Voilà. Merci. Bon, bonjour à toute l'Algérie et à toutes les femmes qui nous regardent parce qu'on va c'est-à-dire les aider, les orienter et bien, de se prendre en charge. Donc voilà, l'association Nour Doha, elle est équipée de médecins spécialistes, tout cancer confondu, mais des médecins sénologues. La première des choses, le message qu'on envoie et qu'on en parle et c'est-à-dire on transmet même dans des zones reculées. Effectivement. Voilà, avec un langage classique pour leur dire, voilà, essayez de vous surveiller et bien sûr de leur faire une éducation et de connaître s'il y a des femmes atteintes de cancer. Il faut chercher si c'est dans la famille, les aïeux, ils ont le cancer du sein. C'est pour les protéger et bien sûr de dire, bon, moi je vais voir une sage-femme, pas spécialement un médecin. Parce qu'un médecin, très souvent, a un rendez-vous, ou alors il y a tout à fait, bien sûr, un monde qui l'attend. Alors, dans les EPSP, maintenant, il y a des sages-femmes qui font les consultations. Voilà. Et la femme, elle peut se faire consulter. Elle s'examine en palpant ses seins, sous la douche, allongée. Et il y a des moments particuliers où la femme devrait se faire palper? Eh bien oui, bon, attention, ce n'est pas le moment du cycle menstruel. C'est avant ou après. Voilà. Alors justement, Madame Gasmi, vous qui êtes sur terrain, vous accompagnez donc toutes ces femmes pour le dépistage et pour la sensibilisation aussi. Y aurait-il des blocages ou des contraintes justement au dépistage? Ben oui, voilà. Nous, enfin, dans l'année, on est à 3-4 sorties avec des médecins spécialistes sénologues, des sages-femmes. Et aussi, il y a le paramédical. On est déjà invité. Là, maintenant, on est invité dans le sud par le Wali de l'Oued Souf et toute l'équipe médicale de l'Oued. On va aller à Djem'a. Djem'a, on va aller aussi plus loin que l'Oued. Donc, on a beaucoup de conjoncture sanitaire, vous allez quand même. Mais ben oui, non, on a bien, on s'est, c'est-à-dire assuré qu'il n'y a pas de Covid là-bas. Voilà. Voilà. Parce et que puis vous allez quand même prendre toutes les mesures barrières. Non, il n'y a pas de Covid, venez, on vous attend, ne vous en faites pas. Et puis toutes les mesures sont prises. Tout à fait, Inch'Allah. Alors là, maintenant, les contraintes, parfois, comme j'étais à Oulef, cela fait 2 ans, il y avait un mammographe, mais il n'y avait pas les clichés.
Bon, l'essentiel, il est là, le technicien, il est là, mais le cliché, il n'y avait pas. Ça, c'est un souci quand même. On arrive et on ne trouve pas le matériel prêt, qu'on pouvait avancer et dépister beaucoup de femmes. Par ailleurs, on fait le diagnostic précoce. C'est les médecins spécialistes, après l'examen clinique, là, on décide. La femme qui a au-delà de la quarantaine pour une mammographie, les antécédents familiaux, le médecin l'oriente en lui demandant est-ce que vous avez dans le mariage consanguin dans la famille, ils ont eu le cancer de la femme. Ça aussi, c'est une éducation de santé. Par ailleurs aussi, on invite plusieurs femmes, les années précédentes, pas comme cette année avec le Covid. C'était plus de 200-300 femmes dans des grandes salles. Et là, c'était une éducation de santé, question-réponse, et on avance pour le travail. Et bien sûr, le diagnostic précoce. Parce que le dépistage, on s'amuse à faire le dépistage, c'est la mammographie. Ordonnance prescrite par la sage-femme ou par un médecin généraliste ou par un médecin sénologue. C'est facile, voilà, au-delà de 40 ans. Très bien. Madame Kasmi, justement, les femmes au-delà de 40 ans, donc il est très conseillé d'aller se faire dépister. Donc c'est vraiment, ça rentre un petit peu dans la philosophie, mieux vaut prévenir que de guérir. Mais entre-temps, Madame Kasmi, est-ce que vous pensez que les femmes sont assez sensibilisées et assez sensibles justement à la question du cancer du sein et elles vont donc elles-mêmes se faire dépister? Et est-ce que vous pensez que vous arrivez quand même à avoir un taux de dépistage important donc pour prévenir un petit peu la maladie? Écoutez, là pour les convaincre, c'est gagner leur confiance. Voilà, parce que parfois il y a des femmes qui viennent nous voir et elles ne veulent pas bien sûr laisser c'est-à-dire son passage avec... pour elle, c'est le problème, c'est qu'elle elle est là, on lui dit que vous n'avez rien du tout, alhamdoulilah, vous pouvez rentrer. Alors non, si vous avez... Votre maman, elle avait un cancer. Votre tante, ou du côté maternel ou paternel. Là, quand même, on doit donner une éducation de savoir et de se prendre en charge après un certain âge. Voilà. On a eu, moi je vous dirais, en 2002, il y avait une petite fille de 13 ans, elle avait un cancer du sein. Quand même, 13 ans. 13 ans, c'était quelque chose de miraculeux. D'exceptionnel, on n'a pas l'habitude d'entendre parler quand même. Et puis, Allah yarhamou, le professeur Bendib, il a envoyé à l'étranger. Ça, pour vous, c'est quelque chose de vraiment, on ne croit pas. Comment une petite fille de 13 ans, mais c'était vraiment affreux. Comment elle a pu, elle n'a même pas eu son cycle menstruel, ça c'est profond. Donc la femme, pour l'éducation de santé, maintenant tout le monde parle du cancer du sein. Mais essayez de convaincre la femme d'aller faire sa mammographie au-delà de 40 ans. Il ne faut pas qu'elle aura peur de découvrir quelque chose d'inquiétant. Au contraire, c'est une assurance de sa santé et qu'elle soit prise en charge dans les médias. Dans les médias, voilà. Alors, Madame Kasmi, on parle beaucoup donc, de cette question et de cette toute campagne de sensibilisation pour dire aux femmes de plus de 40 ans d'aller se faire dépister, d'aller vers la mammographie, d'aller vers des consultations. Donc, qu'en est-il des femmes de moins de 40 ans? J'arrive là. Alors, les femmes de moins de 40 ans, là, s'il y a dans les cas familiaux du côté du père ou de la mère, et s'ils sont des mariages consanguins, des cousins, tout ça, là, quand même, il faut qu'elles disent, voilà, dans la famille, on a eu une tante, on a eu une cousine, il y a ma soeur. Là, probablement, avant 40 ans, elles doivent aller voir son médecin, et bien sûr, lui étaler vers ne pas attendre 40 ans. Ça, c'est très important. Mais il y a une chose que les femmes, elles ont peur, non. Il y a parfois aussi, dans l'intérieur du pays, il y a des trucs médicinaux. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas explorer une femme qui a un cancer ou elle a un petit nodule. Alors là, voilà. Mais là, quand on avance de faire le traitement convenable, traité par les médecins spécialistes, il y a la chirurgie, il y a les soins, il y a la radiothérapie. Alhamdoulilah, les choses, pas de femmes, comme ils sont, alhamdoulilah, de bonne et parfaite santé. Voilà, c'est pour ça donc il faut faire quand même le dépistage précoce, comme ça, si jamais il y a quelque chose, très vite, donc la femme pourra être prise en charge. Et que la femme se prend en charge elle-même. Sous la douche, elle peut passer ses doigts, s'examiner, c'est-à-dire palper ses seins, de voir s'il n'y a pas d'écoulement de sang ou du lait, enfin de quelque chose de blanc.
Il faut qu'elle aille dans un PSP et elle signale ça à une sage-femme. On n'attend pas pour avoir un rendez-vous, là. C'est quelque chose qui est très facile et qui est courant de nos jours. Là, c'est de se protéger et de se prendre en charge dans les médias. Voilà, surtout. Alors, Madame Kasmi, qu'en est-il un petit peu du rôle de la sécurité sociale dans la prise en charge du dépistage? Très bien. Alors, pour la sécurité sociale, je l'ai dit depuis des années que la mammographie, elle doit être remboursée. Voilà. Pourquoi pas elle est remboursée? Il y a le médecin traitant. Est-ce qu'elle est payante aujourd'hui au niveau des hôpitaux, la mammographie? Non, je parle pas, je parle du privé. Du privé. Voilà. Les hôpitaux, il faut avoir, c'est la galère pour avoir un rendez-vous. Voilà. Il y a tout un monde. Khalté, amté, des amis, n'importe. Et là, la Albert Sahara. Ils font ce qu'ils peuvent. Eh ben oui. Mais là, si on parle du côté privé, alors les gens qui sont assurés, combien d'années? Et après, ils ont une mammographie, même à 4 000, 5 000 dinars, remboursez-lui. Il faut qu'elle soit remboursée. Je l'ai déjà dit depuis très très longtemps avec M. Bourkaïb au niveau du ministère de la Sécurité sociale. Je l'ai proposé et ça remonte à presque à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais il n'y a pas de... Pourquoi pas? D'autant plus que la mammographie, Madame Kasmi, elle est conseillée de la faire tous les 2 ans, c'est ça? Tous les 2 ans. Après, bien sûr, alhamdoulilah, il n'y a pas la grande... Mais là, maintenant, toute personne qui travaille, elle a le droit de faire sa mammographie là où elle veut, dans le privé, mais qu'elle soit remboursée. Et laisser les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. Elle n'a pas les moyens pour payer 4 000 ou 5 000 la mammographie. Donc on donne la chance à la personne qui ne travaille pas, qui n'a pas les moyens. Moi, je travaille, je vais aller dans un cabinet privé, je fais ma mammographie avec une assurance, tranquille. Voilà. Et il y a beaucoup de choses pour la... Il n'y a pas que la mammographie, les scanners, les IRM. Moi, j'ai une dame, vraiment, elle n'a personne. Elle a 60 ans, avec un cancer du côlon. Et là, elle doit passer un IRM. Croyez-moi, c'est la galère. Et on n'a pas, nous, on n'a pas l'aide de l'État. Je ne vous cache pas. Personne ne nous aide. Dieu merci qu'il y ait des âmes charitables. Alors voilà, cette dame-là, on doit lui procurer pour qu'elle fasse son IRM. Dieu merci qu'il y ait une Nesl Mohsinin. Et il n'y a pas que cette dame, il y a plusieurs, des enfants, des bébés de l'intérieur du pays qui viennent. Là, c'est une charge très lourde, mais nous pourrons, Inch'Allah, faire tout d'autre possible. Inch'Allah. Alors, Madame Kasmi, qu'est-ce qui va se faire pendant ce mois-ci, Alors, d'autant plus que ce mois-ci, ça va être vraiment le mois où tout le monde va se rapprocher un petit peu. Donc, la société civile, les hôpitaux, les structures de santé vont donc se rapprocher de ces femmes pour les sensibiliser. Mais quel est finalement le programme? Alors, tout d'abord, avec l'équipe de Nourdoha des médecins sénologues, puisqu'on est Octobre Rose, ce qu'on va faire, c'est l'éducation de santé. On est invité dans plusieurs boîtes pour avoir les femmes. Et là, c'est le dialogue, question-réponse et l'éducation de santé. On va commencer le 6. Le 6, on va demain. Oui, c'est demain. On va faire une tournée un peu là où les sociétés nous ont invités. Et par ailleurs, on va aller... dans le sud pour le diagnostic précoce dans plusieurs wilayas. Voilà, donc vous allez faire ça tout au long du mois. Tout au long du mois, et on l'a fait depuis début de l'année à ce jour jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'on rappelle à chaque fois. Non, mais on ne s'arrête pas, et le combat continue. On rappelle à chaque fois, Madame Kasmi, que vous n'attendez pas le mois rose, que vous n'attendez pas une journée particulière, vous travaillez tout au long de l'année. Effectivement, vous travaillez d'ailleurs à chaque fois, vous êtes parmi nous. Merci, mais bien, vous êtes fidèles. Vous aussi, vous êtes fidèles au programme de Canal Algérie, donc de venir partager avec nous vos actions. Mais il faut dire que le mois rose, donc c'est un mois où pratiquement tout est gratuit, tout est ouvert pour les femmes, encore une fois, pour les sensibiliser. Bien sûr, tout est gratuit. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une réduction pour les femmes qui n'ont pas les moyens? D'accord. Peut-être il y a des gens, des âmes charitables qui leur payent la mammographie avec un prix raisonnable. Voilà, c'est ce que je demande pour faciliter la mammographie, parce que l'hôpital, ils sont saturés. Et puis vous avez évoqué quand même une résolution très intéressante. Donc ceux qui travaillent, ceux qui sont assurés, ils peuvent le faire donc, dans le privé, et puis laisser la place, à ceux qui n'ont pas les moyens.
Voilà. Donc voilà, ça pourrait quand même être une résolution assez intéressante. Et faciliter à toute personne de se faire examiner dans ce mois rose. Et le mois rose continue jusqu'à la fin de l'année. Alors on rappelle, Madame Kasmi, que vous-même, donc vous prenez en charge au niveau de votre association les femmes, enfin les cancéreux d'une manière générale, et les femmes donc, bien qui sûr. ont le cancer. Là, quand on fait le diagnostic, on suspecte quelque chose. Le médecin, que ce soit chirurgien ou oncologue, il n'y a pas de moyens dans le sud. Enfin, il y a la possibilité maintenant dans le sud, mais quand même, on les prend en charge dans les médias pour avoir un rendez-vous de chirurgien. On les prend dans les médias et ils sont hébergés éventuellement à la maison d'accueil de Nordoha. On est à 31 rue Hassani Issaad, à la Grande Poste, et ils sont pris en charge complète, plus les soins. Durée de l'intervention, durée des soins, au-delà de 15 jours, ils retournent chez eux. Et puis les contrôles continuent à se faire et on avance, voilà, on fait ce qu'on doit faire. Voilà, et Madame Gasmi, même en ces temps donc, de conjoncture sanitaire très difficile donc, liée au Covid, vous avez quand même continué vos actions, vous avez quand même continué à recevoir les malades d'un peu partout donc, du pays. Vous vous prenez comment? Et ben, écoutez, on les prend d'une manière de les prendre bien en charge dans la possibilité, les examens, il n'y a pas de contagion, la personne, elle est en bonne et parfaite santé. Et éventuellement, on ne va pas les laisser tomber quand même. S'ils ont un rendez-vous à Alger. Et on continue, on les prend, ils sont là, gays, et ils rentrent chez eux, alhamdoulilah. Il y a une chose que je dois bien préciser, c'est pas facile. Et croyez-moi, durant le Covid, c'était vraiment, on a eu, comme la dernière fois je suis passée, 32 appels de wilaya. De répondre, de les aider, de les orienter, de les encourager. Et ne vous inquiétez pas, tout va aller bien. Et alhamdoulilah, jusqu'à ce jour, alhamdoulilah. Voilà. Mais il y a une chose, nous facilitons pour le dépistage de la femme, laisser les personnes qui sont assurées, qui travaillent, qu'il y aura une réduction de leur, bien sûr, prise en charge. Pour leur mammographie et qu'elles ne sont pas assurées de ça, qu'on les prend à l'hôpital pour les mammographies. Voilà, donc là, ça sera une résolution quand même intéressante. Et ça sera dans c'est-à-dire, il n'y a pas que la capitale, dans toute l'Algérie. Il y a maintenant, je crois, des mammographies, alors faciliter, mais la possibilité des disques, de manipulateurs, de radiologues qui soient présents. Pas n'importe qui. Voilà. Madame Gasmi, il faut dire aussi, donc on rappelle que vous allez vous déplacer donc, durant cette période pour vous rapprocher donc, de toutes ces femmes de plus de 40 ans, donc, pour les sensibiliser à ce dépistage, donc à se prendre en charge aussi. Alors vous allez donc en compagnie de personnel spécialisé. Comment vous allez vous organiser? Les gens qui nous ont invités, ils viennent nous chercher. D'accord. Voilà, et on est pris en charge. Mais est-ce que vous allez avec un personnel médical? Oui, c'est évident. Mais bien sûr, c'est des médecins spécialistes. Nous avons le médecin spécialiste, les radiologues, les chirurgiens sénologie et bien sûr des cancérologues. Et sans oublier le paramédical qui joue son rôle très très important aussi. Très bien. Merci beaucoup, Madame Gasmi, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour tout ce que vous faites donc, pour cette frange de la société. Grâce à vous, grâce à Canal Algérie. Et puis, il y a beaucoup de vos actions, quand même, déjà pour donner de l'espoir à toutes ces personnes. Alors, on va profiter de votre présence pour rendre hommage ce matin à une personne, à un médecin. Donc, elle est réanimatrice, elle est anesthésiste et elle a beaucoup travaillé. Donc, elle a donné beaucoup de ses heures, de ses années donc, en faveur des personnes malades, des personnes cancéreuses qui travaillent au niveau du CPMC, à savoir Fouzia Zoug, et donc à travers elle, bien sûr, à tout le personnel médical, à travers tout le territoire national, donc qui se mobilise pour la prise en charge des malades. Voilà, merci beaucoup, Madame Gasmi, pour toutes vos actions, pour tout ce que vous faites. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci également. Et je vous souhaiterais aussi que lorsque vous allez partir voir ces femmes, vous n'allez trouver aucune femme qui aura quelconque maladie. Inch'Allah, ce sera vraiment notre souhait. Merci encore à vous. Donc, on continue le programme de Bonjour d'Algérie. On se retrouve juste après pour notre prochaine thématique. Voilà. دار الحسن
Hassana les Marda Saratan est un espace d'accueil et d'hébergement pour les enfants cancéreux et leurs proches vivant loin de leur centre de traitement. Réalisé grâce aux dons d'un bienfaiteur anonyme et implanté à El Hamiz, celui qui veille au grain sur ce projet humanitaire est Ammar Telmani. Alhamdoulilah, on est de jeunes bénévoles. On a eu cette idée pour aider les malades et amoindrir leurs souffrances et leurs dépenses. Vous savez, les frais des soins sont assez conséquents. À cela s'ajoutent l'hôtel et les repas. Notre but, c'est d'offrir un meilleur hébergement pour ces familles et amoindrir leurs souffrances. On remercie tous les donateurs. Dar al-Hassana reçoit beaucoup de dons alimentaires et des produits de première nécessité, et ce en vue d'héberger et contribuer ainsi à réduire les frais collatéraux des traitements et des déplacements des familles. La maison n'accepte pas les dons en espèces. Tout est noté sur ce carnet pour les futures collectes de dons. الحمد غنتلاقاو لي زابيل الناس يتعاونوا ويتو كاع باش حنا تانيك باش ما نخسروش. Alhamdoulilah, on reçoit plein de dons et d'appels de bienfaiteurs. Nous, on essaye de bien gérer ces dons. On note tout sur un carnet. On a une liste de donateurs qu'on appelle à chaque fois qu'on a besoin d'aide. On ne peut tout recevoir à la fois. Les légumes et les viandes, c'est des denrées périssables, donc on s'organise pour que ces offrandes arrivent à leur destinataire. On ne reçoit pas d'argent, on préfère recevoir des aides et du bénévolat pour la garde des malades. Nous avons rencontré Imen et sa maman qui nous viennent de Guelma. Elles témoignent de l'aide et de l'assistance trouvées dans cette maison. Ici, on a vraiment amoindri nos souffrances matérielles. Je tiens à préciser qu'on a trouvé un soutien moral. Ma fille est très à l'aise ici et elle s'est très bien adaptée. Alhamdoulilah. L'association compte sur un capital humain bénévole, comme c'est le cas pour cette psychologue. Je suis médecin psychologue, je travaille à Al-Harrach. Je suis bénévole car j'ai vécu la même situation. Ma mère est cancéreuse et je connais très bien les souffrances des familles que j'essaye d'aider. D'autres jeunes bénévoles participent à la tâche, comme la garde des malades et veiller à leur confort. Rami, jeune chômeur d'El Hamiz, donne de son temps à ses passions. D'abord, c'est une satisfaction personnelle et quand je fais du bénévolat, je me sens mieux dans ma peau. Dar al-Hassana les Marda Saratan est spécialisée dans l'accueil des enfants cancéreux, mais l'exception est faite à cette dame malade et son famille qui vient de Boussaada. J'ai trouvé leur contact sur Internet. Je les ai appelés en disant que je vivais seule à Boussaada sans famille et sans ressources et que j'étais très malade. Ils m'ont très bien pris en charge et ce, malgré qu'ils prennent en charge uniquement les enfants cancéreux. Dar al-Hassana les Marda Saratan est un modèle de générosité à perpétuer dans d'autres localités. Et oui, c'était un très beau modèle donc de solidarité Dar al-Hassana. Donc c'est l'ami Aboud Bouda qui a visité Dar al-Hassana. Voilà, alors sur un autre registre, cette fois-ci économie, start-up, entreprise innovante. Et c'est justement l'événement de la semaine. Et nous avons parmi nous ce matin Madame Donia Bourenbouz, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes la présidente de la commission start-up. Absolument. Voilà, alors il faut dire qu'on s'est rencontrés il y a quelque temps de cela. Dans un, on va dire dans un environnement plutôt parallèle aux startups. Hein. Donc, vous aviez initié un petit peu la robotique, tout ce qui est informatique, infographie aux enfants. Exactement. Et voilà, et vous restez donc dans le même domaine, en compagnie des enfants et en compagnie aussi des startups. Alors, Madame Bourenbouz, il faut dire qu'il y a déjà, pour commencer, donc avant de revenir un petit peu sur cet événement qui est phare un petit peu de la semaine et en faveur donc, de l'économie algérienne, il y a
parfois une mauvaise interprétation du concept lui-même de start-up. Donc start-up, ça veut dire quoi? Donc start-up, c'est une entreprise qui se crée et qui a un fort potentiel de croissance. En général, c'est une entreprise qui est innovante par son produit ou par son business model ou par le marché qu'elle va attaquer. Donc c'est cette innovation et cette croissance rapide qui fait la différence et qui fait qu'une entreprise est appelée start-up. Voilà, alors il faut dire aussi que la start-up aujourd'hui c'est une locomotive donc, du nouveau modèle économique, n'est-ce pas? Absolument, absolument, c'est le futur. D'ailleurs, vous le voyez dans plusieurs pays développés, l'écosystème des startups est installé depuis 20 ans et vous voyez que le gouvernement algérien a bien voulu diversifier l'économie à travers plusieurs dispositifs dont l'encouragement des startups, ce qui est une excellente initiative pour la jeunesse algérienne. Alors justement, dans ce sens, Madame Bourenbouz, il faut dire qu'il y a des mesures pour lutter justement contre les lenteurs déjà et les pesanteurs, j'ai envie de dire, bureaucratiques par un nouveau modèle, un nouveau système. Il s'agit donc du système déclaratif. Alors il s'agit de quoi exactement? En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque et ce qui a été en plus déclaré par le président de la République lors de Algeria Disrupt, c'est qu'effectivement, il y a le constat de cette lenteur administrative, de cette bureaucratie qu'il va falloir éradiquer pour permettre aux startups d'émerger et de croître rapidement. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que le secteur privé aussi doit contribuer avec l'État, main dans la main, pour aider ces startups de plusieurs manières. Par exemple, la constitution du GAN, du groupement algérien des acteurs du numérique, dont je fais partie en tant que présidente de la commission Startup, veut aider les preneurs de décision, si vous voulez, à prendre en considération tous les inputs du secteur privé pour aider justement cet écosystème de start-up. Alors il y a aussi un nouveau dispositif de financement aussi, c'est le nouveau fonds donc, de financement des startups qui va renforcer aussi l'écosystème de ces sociétés innovantes en Algérie. Excellent. Justement, en fait, c'est très bienvenu cette initiative de lancer ce fonds d'investissement public. Donc, je suis ravie pour les startups. C'était vraiment nécessaire et également, ça doit être complété, comme on l'a dit, par lever les mesures bureaucratiques, favoriser tout ce qui est import et export, des textes de loi qui vont fluidifier toute cette activité commerciale et économique, et aussi la contribution du secteur privé dans le financement aussi des startups qui, comme je le disais tout à l'heure, doit travailler main dans la main avec le secteur public pour créer des réseaux de business angels, créer des opportunités pour les startups. Donc j'appelle à tous les acteurs économiques et tous les groupes privés à donner la chance à ces startups, à aller les solliciter, et ce n'est que comme ça qu'on aura un écosystème qui va être favorable à l'émergence de startups technologiques innovantes en Algérie. Alors, il faut dire aussi que les idées, c'est pas ça ce qui manque, parce qu'on a vu quand même, d'ailleurs nous les avons reçues dans notre plateau, on l'a vu durant la conférence qui a eu lieu il y a 2 jours de cela. C'était le 3. Voilà, le 3, au niveau du CNC, où il y a eu des jeunes qui ont été primés aussi et félicités par le président de la République. Donc c'était des jeunes, donc on a vu entre 10 et 14 ans qui ont fait des merveilles. Donc les idées, il y en a, il suffit juste de les encourager. Donc, alors qu'en est-il justement, Madame Dounia Bourenbouz, par exemple, du rôle des incubateurs, par exemple, qui sont installés, bon il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, quel est le rôle un petit peu dans l'encouragement justement de l'émergence de ces startups? Ils ont un rôle crucial et très important dans l'émergence de cet écosystème et de ces startups-là. Un jeune qui sort de l'université, aujourd'hui, nous, on a envie de lui dire il y a 2 voies.
On a envie de dire aussi à nos enfants aujourd'hui, même s'ils ne sont pas encore à l'université, il y aura deux voies pour toi. Tu peux être employé, tu peux travailler pour gagner ta vie. Tu peux aussi devenir entrepreneur et créer ta start-up dans le futur. C'est possible. Aujourd'hui, je pense avec tous ces efforts, quand nos enfants arriveront à l'âge adulte, ils auront un écosystème plus favorable pour la création de start-up. Donc, pour revenir à votre question, un jeune qui sort de l'université, par exemple, ou quelqu'un qui n'y connaît rien dans l'entrepreneuriat et qui veut quand même lancer son entreprise, ça peut être un cadre dans une entreprise qui veut changer faire une reconversion professionnelle, il peut aussi rejoindre un incubateur. C'est une institution, c'est une organisation qui est là pour aider le jeune porteur de projet dans les différentes phases de création de sa start-up. S'il a juste une idée et qu'il veut la développer, l'incubateur va être là pour le coacher, lui donner les formations qu'il faut, le coup de pouce qu'il faut. L'espace qu'il faut aussi. L'espace qu'il faut gratuitement ou peut-être moyennant prise de participation dans son capital. Ça dépend du modèle économique de l'incubateur. Il y a des incubateurs qui sont là CSR, donc c'est de la social responsibility, comme par exemple l'exemple de l'incubateur de Ooredoo, T-Start. Il y a aussi d'autres incubateurs qui sont dans un autre modèle économique qui est de prise de participation ou autre. Donc le jeune porteur de projet aura tout l'encadrement, le coaching, la formation et des fois même la mise en relation avec de potentiels clients dans le réseau de l'incubateur, ce qui est vraiment très très important et très intéressant pour le jeune porteur de projet. Alors les startups, on le sait, elles ont de très beaux jours, j'ai envie de dire, devant eux, puisque cette conjoncture sanitaire particulière qu'elle soit, exceptionnelle qu'elle soit, mais finalement elle a permis l'émergence aussi de beaucoup d'idées innovantes, mais aussi de beaucoup de startups. On l'a vu par exemple à travers les différentes applications mobiles qui ont été faites pour orienter les gens sur le plan santé, sur l'actualité de la santé. Donc il faut dire que la conjoncture aussi, elle a permis d'une autre part finalement l'émergence de ces idées innovantes, de ces entreprises innovantes. Je suis d'accord avec vous, c'est l'ère du numérique. Aujourd'hui, avec le confinement et la crise sanitaire, ça s'est confirmé. On était tous bloqués chez nous et le seul moyen de communiquer, de parfois faire ses achats, etc., était à travers le numérique, donc à travers les applications, les sites web et les startups ont répondu à un besoin qui était là pendant la crise, mais qui est là parce que c'est l'ère de la transformation digitale et c'est le futur. La transformation numérique, on ne peut pas y échapper aujourd'hui. Alors il faut dire aussi, Dounia Bournbouz, que lorsqu'on pense à un projet, on pense d'abord à l'idée. Donc finalement, beaucoup de gens se posent des questions, comment je vais pour avoir de bonnes idées, mais à la base, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Et nous avons un spot justement qui nous explique ce que c'est qu'une idée que je vous propose de voir.
Voilà, c'était donc un spot qui nous explique un petit peu ce que c'est qu'une idée, mais je voudrais bien quand même avoir votre avis à vous. Alors, une idée, c'est quoi? J'ai même envie de dire, aujourd'hui, là où on est, ce beau plateau, c'était une idée dans la tête pardon, de l'architecte qui a conçu ça, cette veste. Elle était une idée dans la tête de celui qui l'a designé. Donc, une idée, c'est une pensée qui est dans l'esprit d'un entrepreneur qui voit un problème et qui veut le résoudre. Donc, c'est un peu le début, l'amorçage. On trouve un problème, on essaye de le résoudre, on a une idée, elle est innovante, et c'est de là que commence l'aventure, si je puis dire ça. En général, l'idée évolue. L'idée évolue avec les différentes phases de maturité d'une start-up. On reste sur la résolution du problème initial, mais l'idée va évoluer selon le feedback du marché. Le changement de la société, de la technologie. Absolument. Donc il faut avoir cet esprit agile et d'adaptabilité si on est entrepreneur pour pouvoir quand même rester sur son cap et atteindre l'objectif de résoudre le problème en faisant évoluer l'idée jusqu'à trouver le produit qui va être la solution. Et là, c'est le succès garanti. Alors, il faut dire juste qu'avoir une idée ne requiert pas des capacités ou des études supérieures. Les plus grandes idées, les plus grands projets dans le monde ont commencé dans un garage. Hein, il faut le dire. On rappelle Walt Disney, par exemple, qui fait rêver le monde entier aujourd'hui. Il a commencé donc avec une idée. Absolument. Voilà. Alors, avant de se quitter, peut-être vos projets? Donc, avec la commission du GAN, la commission Start-up, aujourd'hui, il y a une équipe qui est en train de travailler sur un diagnostic de l'écosystème des start-up aujourd'hui et un plan d'action pour pouvoir proposer des solutions à court terme, à moyen terme et accompagner ce mouvement de notre gouvernement qui veut promouvoir l'écosystème de start-up en Algérie. Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, Dounia Bourandout, vous êtes la présidente donc, de la commission Start-up. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et surtout d'avoir partagé avec nous tous ces détails. Voilà. Alors, on continue le programme. On se retrouve dans un petit moment pour la dernière station de la matinée. Ce sera en beauté, en balade, en flamenco que nous allons finir l'émission ce matin. Mais avant cela, une chanson, une pause musicale en compagnie de Day. Et je vous laisse apprécier. On se retrouve juste après. Donc on se retrouve après cette belle pause musicale en compagnie de Day. On va rester avec la musique, mais cette fois-ci on va aller vers un autre style en compagnie de Kerimbou. Bonjour Kerimbou, marhaba bik. Allah yasselmek, merci pour l'invitation. Allah yasselmek, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Kerimbou, ça veut dire quoi? Juste un nom. Juste un nom comme ça. صحابي يعيطوا لي به alors
Et c'est quoi votre nom? Karim. Karim. Alors voilà, donc ça a quand même la petite racine de Karim. Voilà, ça a un petit peu la racine de Karim. Alors Karim, vous vous spécialisez un petit peu dans le flamenco, c'est ça? بون ما بديتش فلامينكو انا مي دوكا راني في فلامينكو باسكو ستيل هذا ما كاش بزاف في الجزائر اون بليس هذه اللي راهي ماشيه في الخدمه دون دي زوتيل سواري. D'accord, donc vous animez des soirées un peu partout. Un peu partout, des hôtels, des concerts. D'accord. Alors Karim, comment vous êtes venu à la musique? كيفاش حتى بديت؟ Bon, بدات هكا الحكايه ولعبه كنا دي زامي هكا. Ça commence comme ça généralement, صح؟ Ça commence ديتار هكا لعبه في لافاك ومن بعد. Vous aviez quel âge la fac? La fac, généralement c'est vrai que c'est le déclic, hein, la fac. Voilà. Et donc vous avez commencé par quel genre de musique? بديت بوب algérien ومن بعد amélioré. D'accord. Alors quels sont les chanteurs peut-être ou les styles qui vous ont le plus influencé? Bon, انا متاثر بزاف بالجيبسي كينغ. D'accord. C'est pour ça من بعد رحت للفلامينكو. تبعتهم. دونك سمعتهم بزاف لدرجه وليت نحبهم بزاف ونحب هذاك ستيل alors بديت في هذاك ستيل. D'accord. ومازالك في هذاك ستيل. D'accord. Karim, vous nous faites écouter un petit morceau? Bien sûr. C'est une chanson de Gypsy King toujours. Et en reprise. Por si algún día me muero y tú lees este papel. Por si algún día me muero y tú lees este papel. Itana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara. Itana, 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 tu quiero, tu cara, tu cara. Bravo. Magnifique, vraiment magnifique. Vous avez appris l'espagnol pour chanter Gypsy King? Turc. Donc ça vous a permis finalement d'apprendre d'autres langues et d'autres cultures aussi. لا عجبوني لي كولتور تاع لا تركي اسبانيول. Voilà. Karim, il faut dire que la guitare, elle vous habite tellement que même votre collier, voilà. Il est personnalisé, هذا le collier. خدموه لك spécialement ليك. أنت اللي خدمته. C'est du bois? Oui, des bois, vernis. Voilà, donc vous faites la sculpture, Tani? Oui. Ah bah, يعطيك الصحة, donc pas seulement la musique. Pas seulement la musique. Alors il faut dire, Karimbo, que la musique, ça permet aussi aux jeunes de passer du bon temps, de passer du beau, d'exprimer. Voilà. دونك هذا هو الموين اللي ندير فيه وقتي باش ما نديرش حاجه واحده اخرى. هذه كانت هوايه من قبل دونك راهي ميتي. Voilà. Et puis ça permet aussi de lutter contre les violences, ça permet aussi de ne pas aller vers des chemins donc qui seront. لو كان جاو دي جون كاع هكا يتبعوا لا ميوزيك ولا عندهم هوايه وما عندهم هوايه اللي تبعها ما راهمش كاينين بزاف صوالح كيما يشوف لا فيولونس وميتو. Voilà. Alors Karimbo, vous faites que des reprises ou là عندك des chansons تاوعك؟ عندي دي شانسون تاوعي في البوب ايتو مازال ما خرجتهمش ايتو. عندك ان بروجي باش تخرجهم؟ وي بيان سور. عندي نورمالمون هضرت مع ليندا تاع شبكانات اللي تفاهمنا وكل شيء تو مازال ما بديناش دونك ان شاء الله فيها خير. فيها خير نبداو في ان البوم pourquoi pas oui inchallah vous serez parmi nous باش vous nous présenter votre album l'actualité inchallah marhaba bik, ce sera vraiment un grand plaisir de faire la promotion donc de votre album, d'autant plus que vous avez une très belle voix. Et puis c'est vrai que c'est un style qui plaît beaucoup, hein. Il faut dire que alors Karimbo, vous êtes seul, vous êtes en groupe? Non, je suis seul, chanteur, musicien. كاين نسحق دي ميوزيسيان نعيط دي ميوزيسيان مي راني وحدي. D'accord. Alors, est-ce que ce serait possible, par exemple, de vous interpréter une chanson d'un chanteur algérien, d'une chanson algérienne? Oui, bien sûr. Donc. Vous allez nous interpréter quoi là? Vous nous laissez deviner. Surprise. Surprise. اسمعوك يا ضي بصاري مولاتي غنية وانا يا في
الغزالة غرام سماوك يا ضيب بصاري مولاتي غنية وانا يا في طرز شعري سميتك يا لالا غانو ما كان زينها في النسوان في جيلنا ولا جيل زمان ما كان زينها في النسوان في جيلنا ولا جيل زمان جبين ضاوي عن بعد يبان كي القمر في ليلة جبين ضاوي عن بعد يبان كي القمر في ليلة يا بنات البهجة فين غاب حبيبي قلبي معاه يا بنات البهجة فين غاب الغالي والفي معاه يا بنات البهجة وفين غاب حبيبي قلبي معاه يا بنات البهجة سلموني علي قلبي هواه. Wow, vraiment, Yartek Saha, c'est magnifique. Il faut dire que même si c'est une chanson algérienne, mais elle est revisitée quand même. Hein, on sent les tonalités donc et le son de flamenco. في الفلامينكو عندي دي شانسون شعبي درت لهم روبريز بستيل فلامينكو جو انتيك. الريداكتور en chef تاعنا قال لك اسكو vous pouvez lui interpréter الباجي بالفلامينكو. الباجي لا كان عندك الباجي سينو. هذه ماشي الباجي عمر الزاهي مي ان بو ستيل كيما هو. Donc les reprises vous les faites pas intégrales, hein, toujours كاينه توش تاعك. سالي طرش بيعطيك خبرو انتي الملكة تدري ما بيه خليه يشتكي يحكي لك حوارو ما تعد بيه ولا انتي تشفيه سالي طرش قلبي يعطيك خبر وساليه ساليه 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 كما تعد بيه ولا انتي تشفيه كما تعد بيه ولا انتي تشفيه. ميرسي بوكو. كيما نقولوا وين ما نرميوك تعوم. بيان سور لازم هكا يكون ارتيست سينو تخرجوا من ستيل تاعو يضيع. Mais c'est pas votre cas finalement. Donc vous touchez à tout, mais à chaque fois donc votre touche le flamenco il est là. Toujours la touche تاع الفلامينكو تكون كاينه. D'accord. Alors pour revenir un petit peu à vos compositions, donc les chansons اللي تكتبهم نتايا généralement c'est quoi les thématiques que vous aimez écrire, que vous aimez chanter? Bon انا في الكتيبه نحب البوب ولا الغناء الدوس كي يكون لي بالاد. دونك توجور يجيني لي بارول على حسب الجيتارات تكون سونتيمونتال اي تو. دونك لي شانسون كي سابيل مكتوب ربي مكتوب ربي كتبك ليا لا تهربي تولي ليا Yatek Saha, vraiment magnifique. Yatek Saha, c'est très très joli. J'ai une question à vous poser, peut-être qu'elle pourrait être un peu bizarre, mais c'est quoi un petit peu votre relation avec la guitare? On reçoit beaucoup d'artistes sur le plateau qui viennent avec leur guitare. Alors que et quand ils viennent, les instruments de musique, généralement, ils ont un nom. Alors, je me rappelle de l'une des artistes qui était violoniste. Son violon s'appelait Bob. Alors, je sais qu'il dort avec elle, qu'il sort avec elle, même si elle ne joue pas, mais il est tout le temps avec elle. Alors, votre relation avec la guitare? Bon, par contre, j'ai appris la guitare وحدي. Autodidacte, d'accord. وحدي واحد ما ورالي وحدي شديت لا جيتار تعلمتها باسكو انا نغني دونك لازم معايا اكومبانيومون
الور درت لا جيتار بور لاكومبانيومون ومن بعد وليت نلعب بيانو نلعب ديزانسترومون مي هو الانسترومون اللي نحبو بزاف ما عطيتلهاش نوم مي دائما معايا توجور معاك نهار تخدم معايا انا ميم كي ما نكونش خدام نلعب في الدار بها فوالا دونك vous en temps libre هكذايا c'est toujours la musique et j'imagine qu'à la maison on vous demande aussi de leur jouer des morceaux voilà toujours pour les accompagner finalement même si beaucoup plus c'est quoi les Zina oui c'est vrai que c'est le tube du millénaire on va dire il a été repris par plusieurs langues dans le monde entier effectivement voilà donc c'est un peu la chanson que vous reprenez à chaque fois وهذه هي la chanson اللي بديت بها الحاجه الاولى اللي تعلمتها هذه هي très bien alors Karim est-ce que vous avez des projets نورمالمون ان شاء الله كيما قلت لك الالبوم ان شاء الله على سينجل شباب بكليب ايتو وبوركوا با البوم Pourquoi pas. Inch'Allah, donc vous serez le bienvenu à tout moment donc, pour nous présenter votre album. Inch'Allah, marhaba bik. Karim, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Yatik Saha, vous souhaite beaucoup de succès. Alors on va finir avec vous, on va finir avec Zina, pourquoi pas. D'accord. Donc vous allez nous faire un petit peu l'exception comme vous le faites avec votre famille. Alors ce matin, nous allons quand même finir avec un triste hommage, avec une triste nouvelle. Donc ce matin, Tarahmou tous sur la petite Sheima de 19 ans, donc qui a été victime donc de violence au niveau de Tnia, donc la yarhamha. Et puis encore une fois, on rappelle que non à la violence, non à la violence contre l'humain, non à la violence contre les femmes, non à la violence contre les enfants. Voilà, merci beaucoup. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous accompagner donc en cette matinée. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Amal Almi à partir de 8h30. Je vous souhaite une très agréable journée. Au revoir. بحر صافي مواج وداني معاك تبع رياح الحب وعندك حطني وداني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا حلف ما نسيت نسال علي هجرني والعين اللي بكات وحال تسامحني علاش يا قلبي هواك غدرني